niveau de la constitution de ces témoins, est-ce qu'on est obligé de venir s'arrêter devant des juges et puis raconter du n'importe quoi? Comment les témoins sont constitués quand il y a une infraction? Alors quand il y a une infraction qui a été commise ici, donc c'est en 2 étapes. Le témoignage peut, n'est-ce pas, être sollicité. Soit c'est devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction, c'est un juge du siège qui a été saisi, donc qui a été désigné, n'est-ce pas, et par une ordonnance qu'on appelle l'ordonnance de désignation du juge d'instruction par le président donc du tribunal pour dire d'instruire un dossier. Parce qu'en matière de crime, l'instruction est obligatoire, elle n'est pas facultative. C'est obligatoire. Donc on ne peut pas juger une affaire criminelle s'il n'y a pas de jugement. Mais dans ça, le juge d'instruction lui-même peut requérir, c'est-à-dire une personne, parce que les officiers judiciaires, des polices judiciaires, peuvent partir sur le terrain pour la constatation donc, des faits, donc des infractions qui ont été commises ici. Et là, ils sont à la recherche donc, des informations. Donc, toute personne, par exemple, qui a eu connaissance donc, de la commission de l'information et de l'infraction, peut être sollicitée et requérir même, c'est-à-dire par le juge d'instruction. Donc on lui fait appel et il a l'obligation de s'y rendre, donc de répondre à cette donc convocation. D'accord. La personne a l'obligation ici. Si la personne n'obtempère pas, la personne ne comparaît pas ici de gré, bon gré, la loi autorise au juge d'instruction de le contraindre de l'amener. Oui, de force. Donc, n'est-ce pas, pour un mandat d'amener. Dans cette condition-là, la personne ne bénéficie pas, parce que le témoignage non seulement a des obligations, mais également aussi confère des droits. Ça veut dire que si vous comparaissez volontiers, ce qui veut dire que vous devrez avoir droit à ce qu'on appelle à une indemnité ou bien à une prime pour le manque à gagner donc des temps que ça va prendre. Parce que là, vous êtes un responsable, on considère que vous avez une famille, vous payez le déplacement, vous quittez qu'on appelle l'affaire, le crime a été, disons, opéré sur le territoire de Kankan, donc vous quittez là-bas, le transport que vous payez, le frais d'hôtel et autres, cela est à la charge donc de l'administration judiciaire. Ça peut être la partie civile tout comme le ministère public. Donc si vous comparaissez, c'est-à-dire par une contrainte légale, il va sans dire que vous perdez tout ça, tous ces avantages, donc, tous ces droits-là. Mais si vous comparaissez, n'est-ce pas, j'ai un gros ça dans la gauche. De façon volontaire ici, il va sans dire que c'est à l'administration donc de vous prendre en charge ici. Mais en tout état de cause, dès lors que vous êtes cité à comparaître comme témoin, la loi vous exige, c'est une obligation. Donc c'est une obligation. C'est une obligation. Et si vous refusez donc de comparaître ici, il va sans dire qu'on peut vous juger également aussi sur... Quitte à venir donc raconter du n'importe quoi, parce qu'on a les deux premiers qui d'ailleurs de toutes les façons sont passés devant la barre, dans l'opinion, n'ont pas séduit. J'ai envie de dire, entre guillemets. Oui, vas-y, procureur Simon Pierre. Alors, rapidement, ce que je voulais dire, c'est que ces témoins doivent faire très attention. En effet. Parce que j'ai suivi quand même des extraits où le président du tribunal a eu à rappeler à l'un des témoins qu'il était déjà passé devant le juge d'instruction. Et il a expliqué un peu c'est qui le juge d'instruction. C'était bafoué. Voilà. Et il a dit que c'est quelqu'un qui humainement est le plus accueillant de tous. Il est doux. C'est-à-dire, vous venez, même si vous êtes menotté, il vous dit déménotez-le, il prend une chaise, tu t'assois et après il te fait lire tout ce que tu as noté, le procès verbal. Donc je veux dire aujourd'hui, ce qui veut dire que vous comparaissez devant lui libre, sans aucune pression, sans contrainte. Donc vous ne pouvez pas revenir après pour dire bon, je ne reconnais pas cette partie et tout ça, ça prête à confusion. Donc c'est pour dire aujourd'hui, lorsque vous avez un procès verbal et que vous savez que vous l'avez fait sans aucune contrainte et que vous aviez toutes vos facultés à l'époque, il faut être fidèle au moins à ce procès verbal. Mais si vous ne le faites pas et que par après, si ce n'est pas de nouveaux éléments peut-être qui apparaissent. On se rend compte que vous êtes en train de varier. Je pense que ça laisse place à des suspicions et ce changement de statut peut être constaté si bien sûr le faux témoignage a été prouvé. D'accord, quand c'est établi. Oui, vas-y. Oui, justement, il faut par rapport donc à cette situation, il faut comprendre que les variations qui peuvent surgir dans le cadre dans la déposition d'un témoin ici ne peut pas être une cause donc de responsabilité pénale. Ah ouais? Parce que, non, mais il a déjà déposé. La variation.
il a déjà déposé. Oui, justement, quand vous prenez par exemple les dispositions qu'on appelle de l'article 428 du Code de procédure pénale ici, il est dit au président que quand il constate ce qu'on appelle les variations dans le témoignage, dans les témoignages donc qu'on appelle témoin, et à la barre ici, il demande excusez le pléonasme. Bien entendu, bon, on dit que ce n'est plus une faute. D'accord. Voilà, donc le témoignage d'un témoin. Le témoignage le témoignage d'un témoin. Et quand il est constaté, on constate des variations ici. Il est simplement demandé au président donc de constater. Mais c'est justement ce qui fait aux illicits. De constater, c'est donc sans effet. Oui, non, il peut dire au greffier. Dans le primitif. Mais il faut comprendre, ce qu'il y a aujourd'hui, important de comprendre dans le cadre du témoignage, il faut dire que ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler ici comme une preuve irréfragable pour aller en condamnation ici. Ce qui fait même comprendre aujourd'hui, en tout cas, certains grands pénalistes, pour dire que, en tout cas, le témoignage ne lit pas ce qu'on appelle le juge. Le juge, après tout ce que le témoin peut raconter ici, que ça soit vrai ou faux, il est tenu par ce qu'on appelle l'intime conviction. C'est-à-dire qu'il peut, c'est une obligation faite à lui d'écouter le témoin ici, mais il n'est pas obligé de tenir compte des seules affirmations ou des seuls témoignages. Cette conviction aussi peut être aidée par le témoin. Justement, c'est pour il le vient. Le juge ne peut rendre son verdict que quand il a des preuves. Justement, c'est ce qu'on dit. Oui. Et le témoin normalement doit concourir à cela. Absolument. Le témoin quand il vient, c'est pour participer à la manifestation de la vérité. En ici. effet. Mais il faut comprendre ce qui est fondamental en droit pénal ou en procédure pénale ici, c'est que simplement les témoignages viennent ici donner des informations. Vous avez constaté même, la partie civile, il lui est donné droit de s'opposer à la comparution d'un témoin. Le ministère public également a le droit de s'opposer à la comparution d'un témoin. La défense également aussi en a. Mais le président, c'est lui qui peut décider en pareille circonstance. Lorsque les parties s'opposent à la comparution d'un témoin, c'est lui qui décide parce que lui, il a besoin d'être éclairé, il a besoin d'avoir donc de l'information. Et il ne peut pas se focaliser sur la base des simples témoignages pour statuer. Je ne dis pas qu'il ne peut pas prendre en compte. Mais il lui faut des preuves. Il lui semble que, n'est-ce pas, ce qu'il est rapporté, il est convaincu de ces témoignages-là, il peut, sur la base donc de ces témoignages, donc rentrer qu'on appelle en condamnation contre le prévenu ou contre l'accusé ici. C'est pourquoi on dit de faire attention lorsque vous faites des dépositions, parce que le juge peut ne pas se focaliser sur votre témoignage donc pour rendre sa décision. Voilà. Allez, procureur Simon Pierre, pour finir. Pour finir, je voulais dire que le droit pénal est un droit de certitude. C'est pourquoi dans les moyens de preuve, il n'y a pas que le témoignage. Le témoignage n'est qu'une infime partie des modes de preuve. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que le juge peut ne pas tenir compte de ces témoignages. C'est son intime conviction. Mais l'autre chose, par contre, par rapport aux variations des témoins, je pense que ça laisse place à des suspicions, et des doutes. Et à ce niveau-là, lorsque un tel doute vient s'installer, le juge ne peut pas fonder généralement sa décision sur ça. Il rejette en bloc. On dit en pareille circonstance que le doute profite à l'accusé. Donc, en droit, c'est un principe. En droit pénal, lorsque Kamal, je vais prendre un exemple. Et quand ce doute défend l'accusé, comment ça se fait? On dit que dans le cadre espèce, c'est ce que je dis. Là où on a situé le doute, c'est plutôt en faveur d'un accusé. Justement, en fait, c'est un principe en droit. Lorsque dans une procédure, vous êtes poursuivi, mais que des éléments de doute s'installent, ça vous profite à vous l'accusé. Ça, c'est connu, c'est un principe basique en droit pénal. Super. Et l'autre chose que je veux dire, c'est que par rapport... avec ce sujet, donc on va rester là-dessus d'abord. Je vais te redonner la parole. Par rapport aux témoins, au-delà de ces variations et de ces doutes qui s'installent, on pourrait apporter c'est-à-dire le contraire de ce témoignage. Et s'il est avéré que justement il fait ce faux témoignage, c'est pourquoi j'ai dit il peut être poursuivi et il peut changer de statut. Il peut se retrouver dans le box des accusés et on peut avoir joncture de procédure ou en tout cas on peut recourir à un supplément d'information comme on le disait tantôt pour engager tout ce qui suit. Allez Sophie, on va ouvrir l'antenne pour nos amis procureurs qui veulent donc faire le procureur avec nous ce matin. Vous avez le 83-93, vous nous appelez maintenant, vous prononcez autour du procès
des massacres donc, du 28 septembre et de son évolution. Vous vous prononcez surtout du passage du général Sano qui aujourd'hui est dans les opinions, dans le passage si vous voulez, autant pour moi, est dans les opinions. Pour beaucoup et pour les avocats de la défense et aussi de la partie civile et même dans l'opinion, beaucoup pensent qu'on devait faire changer de statut à certains témoins. Donc est-ce que vous le pensez vous aussi? Vous nous appelez au 83 à 93, vous prononcez là-dessus. Je prends ton dernier avis avant de changer de sujet. Oui, justement, c'était par rapport au principe que nous venons donc de dénoncer en ce qui concerne le doute profite à l'accusé. Ouais. Je crois bien que c'est, s'il vous plaît, c'est la lance de fer des grands avocats, ou si vous voulez le terreau de guerre en procès pénal. Et parce que l'avocat, quand il vient tout de suite sur la question, son arme, ici, son arme qu'il a ici, c'est de semer le doute dans l'esprit du juge. D'accord, ça c'est l'avocat. Hein? Oui, c'est son arme de guerre, ça. Il vient et donc il sème, il remet en cause tout ce qui a été dit, une manière donc de semer le doute dans qu'on appelle dans l'esprit du juge, pour lui dire que, attention, ce principe voudrait que dès lors que vous doutez, vous abstenez.